Histoire de l'Église de Don Charles Poulet, chapitre 3, la politique religieuse au XIIIe siècle après Innocent III. 1. La seconde phase de la querelle des Guelfes et des Gibelins, la papauté et Frédéric II. Pupille du pape et croisé Frédéric II semblait être à la fois le protégé et le protecteur de l'Église. En réalité, fils d'Henri VI, il nourrissait les vieilles prétentions des Hohenstaufen à l'asservissement de l'Italie. D'autre part, ayant par sa mère Constance du sang méridional, il rêvait de créer une puissance méditerranéenne dont la Sicile deviendrait le pivot. De cet admirable point stratégique, la guerre au pape et la croisade contre l'infidèle, ces deux parties contradictoires du programme impérialiste, deviendraient possibles. Imbu des maximes du vieux droit romain absolutiste, imprégné des théories gréco-arabes les plus subversives, dénué de tout scrupule, Frédéric II apparaît comme un véritable Italien du XVe siècle à l'aube du XIIIe siècle. Pour le but, César, pour les moyens, Machiavel. Il avait juré à Innocent III de ne jamais réunir dans les mêmes mains les sceptres d'Allemagne et de Sicile, ce qui aurait constitué un péril pour la papauté et les villes lombardes. Malgré cette promesse, sous prétexte de se nommer un suppléant durant la croisade prochaine, il fait élire et couronner roi de Germanie son fils Henri, déjà roi de Sicile. Honorius III, vieillard pieux et débonnaire, était attaché à Frédéric par une affection presque paternelle. Alors qu'il s'appelait le cardinal Cencius Savelli, n'avait-il pas présidé à son éducation ? Il ne protesta pas. Après avoir ajourné puis annoncé à nouveau son départ pour l'Orient, Frédéric II finit par rester sous prétexte que l'état de l'Allemagne ne permettait pas l'expédition. Honorius laissa faire. À la mort de ce pontife débile, tout change. Le cardinal Hugolin devient pape sous le nom de Grégoire IX, 1227-1241. Bien qu'avancé en âge, ce neveu d'Innocent III avait de son oncle le caractère énergique et inflexible. Il somme Frédéric de tenir ses engagements et de partir pour la croisade. L'empereur s'embarque le 8 septembre 1227, mais revient 3 jours après, sous prétexte de maladie. Grégoire IX l'excommunie. Frédéric fit un coup de maître, il partit quand même pour l'Orient, comptant y retrouver le prestige que le pape voulait lui enlever. Étrange croisade où se coudoient les mercenaires sarrasins de Sicile et les chevaliers de Germanie, croisade tout égoïste, entreprise pour réaliser la partie orientale du programme dominateur de Frédéric II. Il commença par violer un État chrétien. À Chypre, où le jeune roi Henri régnait sous la tutelle de sa mère Alix de Champagne, il s'arrogea la suzeraineté du royaume et, comme on protestait, il fit occuper l'île militairement. En Palestine, il trouve le prince de Damas en conflit avec le Soudan d'Égypte. Il ne craint pas de prendre parti pour ce dernier, lui promet de le garantir contre toute intrusion des Occidentaux et s'engage à laisser aux Turcs le libre exercice de leur culte. Séduit, le Soudan lui restitue Jérusalem, Bethléem et Nazareth. Le prince excommunié entre solennellement dans la ville sainte. Cependant, Grégoire IX avait voulu jouer son rôle de défenseur de l'Italie en reconquérant la Sicile, terre vassale du Saint-Siège. Avec l'aide des Lombards, il envahit l'Apulie et s'avança jusqu'au-delà du Volturno. L'expédition avait à sa tête Jean de Brienne. Grégoire IX lui avait conféré l'investiture des deux Siciles, le dédommageant ainsi de ce que Frédéric II avait usurpé ses droits à la royauté de Jérusalem. Mais le brusque retour du César étonna ses adversaires qui, battus, durent se retirer. Par l'intermédiaire du grand maître de l'ordre teutonique, Hermann de Salza, Grégoire IX consentit à se réconcilier avec Frédéric II par la paix de San Germano en 1230.
Mais celui-ci poursuivit la réalisation de son plan dominateur. À lui, l'Italie entière. Les communes de Lombardie, de Toscane et d'Ombrie résolurent de se liguer comme au temps de Barberousse. Grégoire IX se devait de les soutenir, d'autant plus que Frédéric venait de disposer arbitrairement de la Sardaigne, fief pontifical, en faveur de son fils naturel, le bel Enzio. Grégoire IX excommunie Frédéric pour la seconde fois. C'est désormais une lutte sans merci entre le sacerdoce et l'Empire. Grégoire IX fut malheureux. Il voulut assembler un concile qui condamnerait Frédéric. Mais celui-ci fit arrêter près de l'île d'Elbe la flotte qui transportait à Rome les évêques de France, d'Angleterre et d'Espagne. Il les fit conduire à Pise, chargés de chaînes d'argent. Vainqueur, il arrivait sous les murs de Rome lorsque l'intrépide pape mourut en 1241, presque centenaire. Frédéric II semblait triompher. Ce qu'il y eut de nouveau dans cette lutte terrible, ce fut l'appel au peuple chrétien que chaque adversaire lança contre son rival en l'accablant d'accusations publiques et personnelles. Aux encycliques du pape répondaient celles de l'empereur. Celui-ci songea même à promouvoir un schisme dont son chancelier Pierre de la Vigne eût été le patriarche. À Grégoire IX succéda Célestin IV, qui ne régna que 17 jours. Suivit une vacance de 2 années, durant laquelle Rome fut en proie à l'anarchie. Enfin, on élut Sinibald de Fiesque, qui prit le nom d'Innocent IV. Les négociations commencées entre lui et Frédéric furent sans issue. Il demanda en vain que l'empereur abandonne toute prétention sur l'Italie du Nord. Forcé de s'exiler, le pape convoqua à Lyon le 13e concile œcuménique en 1245. Il y dévoila la conduite infâme de Frédéric, des crimes tels que connivence avec les Sarrasins, débauche, parjures répétées, injustice commise dans le royaume de Sicile, sans compter sa lutte sacrilège contre la papauté. La sentence d'excommunication prononcée par Grégoire IX fut donc maintenue sur sa tête. Il fut déchu de toutes ses dignités. L'Allemagne, invitée à élire un roi, et le pape à disposer de la Sicile. Loin de se soumettre, il se raidit dans son orgueil et proféra des insultes contre le pape. Mais la querelle ne tourna pas à son profit. En Allemagne, son fils Conrad IV doit lutter contre les prétendants suscités par le parti pontifical, Henri Raspon, landgrave de Thuringe en 1246, puis le comte Guillaume de Hollande, 1247-1256. En Italie, Frédéric se voit abandonné. Défection de Parme, trahison de Pierre de la Vigne, son chancelier, qui aurait tenté de l'assassiner. Il meurt soudain à Fiorentino, en Apulie, peut-être repentant, le 13 décembre 1250. Les intérêts de la papauté exigèrent du nouveau pontife Alexandre IV, 1254-1261, qu'il continue à s'opposer aux Hohenstaufen. Au détriment du jeune Conradin, fils de Conrad IV, il patronna d'abord la candidature impériale de Guillaume de Hollande, puis, après une temporisation calculée, celle de Richard de Cornouailles. Quand enfin l'élection de Rodolphe de Habsbourg en 1273 mettra fin au grand interrègne, l'empereur aura cessé d'être dangereux. La puissance de la féodalité et celle des villes libres exigeront sa présence en Germanie. Et d'ailleurs, une coûteuse expérience lui a appris combien il est périlleux de franchir les Alpes. Aussi, quand Grégoire X réclamera la Romagne, on finira par la lui concéder sans recourir aux armes. Ainsi la lutte du sacerdoce et de l'Empire se terminait-elle par la victoire de la papauté. L'expression est d'ailleurs impropre, car le sacerdoce regardait l'Empire comme un pouvoir connexe et nécessaire, et c'est plutôt contre les ambitions de certains Hohenstaufen que la papauté avait combattu. Mais la victoire fut toute négative.
Délivrée de l'empereur, la péninsule ne parviendra pas à se pacifier. Jadis, guelfes ou gibelines, selon que l'exigeaient leurs intérêts locaux, les cités italiennes vont continuer la lutte intramuros. Parti des nobles contre parti populaire, rivalité de maisons ou parfois entre membres d'une même maison. L'Italie sombrera dans l'anarchie. Fuyant Rome, inhabitable, on verra les papes errer de Lyon à Anagni, d'Anagni à Pérouse, en attendant le long exil d'Avignon.